Révolutions arabes en deux. Eh bien, voici que dans quelques jours, le 10 janvier, nous fêterons la révolution tunisienne et le départ de Ben Ali. Également, un mois plus tard, le départ et le renversement d'Hosni Moubarak en Égypte. Et puis, encore un peu après, ce sera au tour de la Libye. Tandis que la situation syrienne ne connaît toujours pas d'issue, que Bachar al-Assad a rappelé dimanche dernier qu'il était toujours le maître à bord, tandis qu'hier soir au Caire, l'émissaire international sur la Syrie, Lakhdar Brahimi, a dit, lui, que le président Assad ne pourrait sûrement pas faire partie d'un gouvernement de transition tel qu'il l'avait recommandé. Il ne serait pas membre de ce gouvernement. Alors, que fait-on aujourd'hui en cet hiver 2013? Jean-Pierre Filiu, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur des universités en histoire du Moyen-Orient contemporain à Sciences Po et vous publiez, ça sort aujourd'hui ou c'est sorti hier, Le nouveau Moyen-Orient, les peuples à l'heure de la révolution syrienne. Vous parlez dans ce livre d'un nouveau Moyen-Orient dont la Syrie sera peut-être un laboratoire, mais auparavant j'aimerais que l'on voit avec vous une sorte de regard, qu'on ait avec vous un regard transversal, une coupe sur tout ce monde arabe et se demander si cette vague des révoltes des peuples marque le point final réel d'années de domination ou si elle augure, comme on s'en inquiète ici beaucoup, une nouvelle ère sous le signe de l'islamisation. Quand vous parlez d'une seconde renaissance arabe, certains y voient plutôt un sujet d'inquiétude, Jean-Pierre Filiu. D'abord, il y a inquiétude quand il y a incompréhension. Et ce qu'on peut déjà noter, c'est que l'incompréhension est très largement partagée. Ne serait-ce que d'ailleurs dans les dates anniversaires. En Tunisie, on célèbre le 17 décembre 2010. Le jour de l'immolation. Le jour de l'immolation de Mohamed Bouazizi qui a déclenché le processus révolutionnaire avec donc la chute de Ben Ali le 14 janvier 2011. En Égypte, on célèbre le 25 janvier 2011, qui est le début de la révolution, mais on ne célèbre pratiquement pas la chute de Moubarak le 11 février, parce que tous les Égyptiens savent que le processus ne faisait que commencer et qu'il a connu beaucoup de hauts et de bas. Et en Libye, on célèbre le 17 février 2011, donc le déclenchement de la révolution contre le régime de Kadhafi, qui est effectivement tombé dans sa capitale au mois d'août et tombé physiquement en octobre 2011. Mais du coup, on ne célèbre pas là, par exemple, l'intervention de l'OTAN. Non, parce qu'il faut bien voir que dans tous ces récits, qui sont des récits profondément nationaux et patriotiques, l'essentiel est la réappropriation justement de la maîtrise du destin collectif. Et c'est pourquoi je vois effectivement une renaissance arabe dans le prolongement de la Nahda, donc un temps long de 2 siècles, et surtout l'exercice enfin réalisé du droit à l'autodétermination qui est au cœur de ces mouvements et entre autres aussi au cœur de la révolution syrienne. Alors que faites-vous, cela dit, justement des commentaires que l'on voit beaucoup, et nous parlerons de la situation syrienne spécifiquement en deuxième partie avec Brice Couturier. Que pensez-vous et comment observez-vous et que diriez-vous pour, je ne sais, rassurer ceux qui disent que finalement on ne fête plus rien, que non pas une renaissance mais plutôt une islamisation de sociétés qui à terme peut-être nous menaceront si l'on va jusqu'aux questions du Sahel et la question du Nord Mali où par exemple il y a encore, on le voit, une avancée des forces djihadistes du Nord Mali vers le sud et puis cette inquiétude par exemple de Marc Trividic qui publie lui Pourquoi et comment devient-on terroriste chez Lattès, le juge Marc Trividic qui dit au fond que avec ce qui se passe aujourd'hui au Sahel, eh bien ce ne sera plus le Pakistan, le sanctuaire d'Al-Qaïda, mais bien par exemple le Maghreb. Ces questions de djihadisme et d'islamisme, vous le voyez, ne cessent tout de même de poser des questions et d'inquiéter l'opinion. Vous répondez quoi à cela ? Alors d'abord, je rends hommage au professionnalisme du juge Trividic, qui a effectivement ses propres priorités et des objectifs tout à fait légitimes. Mais du point de vue de l'historien que je suis, il faut prendre le temps long en considération. Les djihadistes sont profondément opportunistes. Les djihadistes essaient de profiter des situations qui se présentent à eux. Si on ne voit ces situations que sous l'angle des djihadistes, alors on ne comprend plus grand-chose à ce qui se passe. Et d'ailleurs, on prend d'assez mauvaises décisions
comme les États-Unis l'ont prouvé récemment. Donc il faut évidemment avoir ces intérêts de sécurité tout à fait légitimes en ligne de mire, mais savoir que l'établissement de régimes plus stables, plus prospères, plus justes, qui prendront en compte les revendications légitimes de leur population, eh bien c'est une bonne nouvelle d'abord pour les peuples concernés, faut pas le nier, mais aussi pour tous leurs voisins, partenaires, alliés. Et bonne nouvelle, charia comprise dans la Constitution ? Alors là encore, le thème de la charia, je suis barbu, donc je ne vais pas me faire sur la charia l'avocat du diable. On le découvre de manière, je suis désolé d'employer ce terme, hystérique. La charia existe déjà dans la plupart des constitutions arabes et elle est pratiquement systématiquement appliquée dans l'état civil, qui fait que la façon dont on naît, dont on se marie, dont on meurt, dont on transmet son héritage, est très directement dérivé de la jurisprudence islamique. Mais cela dit, quand je veux un peu réveiller mes étudiants, eh bien je leur dis que la charia n'existe pas. Il n'y a jamais qu'une forme d'interprétation qui découle à un moment précis de l'histoire et des conditions sociales d'une chaîne compliquée d'interprétations antérieures dont on fait la charia au moment T. Elle n'existe pas, allez dire ça aux enfants qui en coupent des mains en ce moment au Nord-Mali. Alors même cela, qui est l'aspect, souvent on réduit la charia à ce qu'on appelle les houdoud, c'est-à-dire les châtiments dits islamiques, mais même ces châtiments dits islamiques, ils ont une histoire, ils ont une tradition, et le moins qu'on puisse dire, c'est que ces derniers temps, on a fort bien vécu sans qu'ils soient appliqués. D'une certaine façon, chaque personne qui met en avant la charia ne met en avant que sa charia. Et cette charia est avant tout destinée à vaincre l'ennemi musulman, à qui on fait procès de ne pas l'être assez. D'où cette surenchère dans l'horreur. Il est évident que ces châtiments sont absolument abominables et n'ont pas de place dans le monde où nous vivons. Mais il faut bien les lire et les comprendre comme d'abord des sévices intolérables, mais aussi des provocations dans le cadre d'une lutte par une minorité qui sait qu'elle n'a pas de base populaire et qui veut créer un rapport de force, une crise. Elle n'a pas de base populaire, vous dites, cette minorité-là. Je pose la question aux spécialistes que vous êtes. Pour ce qui est de l'application des tortures que vous mentionnez, il n'y a pas de soutien populaire, nulle part à cela. C'est une façon, on avait vu ça en d'autres temps, ça n'était pas du tout basé sur la charia, mais je me permets de rappeler que le Front de Libération Nationale, quand il voulait lancer sa lutte contre les Français en Algérie, couper le nez de tous ceux qui fumaient. Et ce sont donc des châtiments symboliques extrêmement frappants, extrêmement traumatisants, par lesquels une organisation veut montrer, au nom de ce qu'elle appelle le droit qui est son droit, qu'elle est dominante et qu'elle ne peut pas être contestée. Face à cela, on a dans l'ensemble des pays que vous avez mentionnés, c'est-à-dire Tunisie, Égypte, Libye, des transitions qui sont des transitions complexes, qui mettent en place des gouvernements plus ou moins pluralistes et des constitutions plus ou moins intégrant les différentes composantes de la société. En Égypte, par exemple, il est évident que le passage en force de la récente constitution par le président frère musulman, Mohamed Morsi, est une régression. Parce qu'on a rompu le pacte tacite post-révolutionnaire qui voulait que cette constitution soit l'expression de l'ensemble des composantes de la population. En Tunisie, cela prend plus de temps, mais on peut espérer que cela sera le cas. En Libye, on voit qu'actuellement, on est encore dans le débat sur la constitution de la constituante. Et que c'est ce nouveau contrat social qui émerge dans les débats, parfois la douleur, surtout la polémique, que se reconstruisent ces pays par le bas.
On voit que cela, d'ailleurs, ne va pas sans mal. Il y a aujourd'hui il y a eu aujourd'hui des affrontements entre Tunisiens et Libyens parce qu'on a voulu fermer, la Tunisie a voulu fermer, par exemple, un point de passage vers la Libye. Est-ce que cela veut dire là aussi, contrairement à ce que l'on disait au départ en parlant d'un effet domino de toutes ces révolutions arabes, que chacun des pays en question, de la Tunisie à l'Égypte, ne sont pas nécessairement sur le même tempo et n'ont pas forcément les mêmes visées et les mêmes intérêts, si j'ose dire, les mêmes buts révolutionnaires? Alors, je n'ai jamais cru à l'effet domino et encore moins à l'horrible expression de contagion qui avait fait Florès au printemps 2011. Comme historien, je vois une dynamique de longue durée qui travaille les profondeurs des sociétés, mais qui, et c'est un paradoxe qui n'est souvent pas assez pris en compte, va consacrer les frontières postcoloniales. Car la situation révolutionnaire se déroule dans ce cadre étatique qui a été fixé généralement par les puissance impérialiste, mais qui devient légitime par le fait même qu'il est le lieu du combat pour la libération. Et c'est pour ça que je suis relativement peu inquiet sur les tendances séparatistes, par exemple en Libye, qu'on avait beaucoup agité sur un éclatement du pays, ou même demain sur un éclatement de la Syrie. C'est au contraire pour un pouvoir dans un pays uni que ces différentes forces sont en compétition. Mais cela signifie aussi que celle qui l'emportera sera celle qui s'identifiera le plus concrètement aux intérêts nationaux. Donc le fait que demain, des islamistes tunisiens, égyptiens et libyens seront en contradiction sur leurs intérêts nationaux. Ce sur quoi compte bien l'Occident? Alors, je crois que pour l'instant, si on peut distinguer l'Europe et les États-Unis, on a une Europe qui est en dessous de tout, hein, qui n'a plus de voix, qui n'a plus d'expression, qui fait semblant de racler ses fonds de tiroir alors qu'on est face à un événement majeur dont elle peut tirer le meilleur à condition, il ne faut pas l'oublier, qu'on y mette les moyens. On préfère dépenser des sommes faramineuses pour entretenir un statu quo qui ne mène à rien au Proche-Orient. Et puis on a les États-Unis qui, eux, ont inventé ce concept tout à fait intéressant de diriger par derrière. Voilà, on dirige par derrière. Alors si c'est dirigé par derrière l'Europe, effectivement, ça promet pas beaucoup, mais ça veut dire surtout qu'on continue à avoir des projections de puissance sur des lignes assez constantes, sécurité d'Israël, approvisionnement énergétique, et qu'on fait, c'est clair maintenant, un pari sur les frères musulmans égyptiens. Les dictateurs Ben Ali, Moubarak, Kadhafi ou encore Assad figuraient à nos yeux comme de véritables barrages contre l'islamisation et des promoteurs de la laïcité. Que n'entendons pas, vous dites les djihadistes sont les opportunistes, que n'entendons pas davantage les musulmans dits modérés, je sais que vous n'avez pas beaucoup l'expression, en tout cas les tenants au fond d'une société qui resterait laïque tout en étant libérée des dictateurs aujourd'hui dans le monde arabe? Ah ben, je crois que si on les entend pas, c'est qu'on ne leur tend pas le micro, parce que ils s'expriment tous les jours dans la presse, dans la rue, dans les partis politiques. Je signale qu'en Tunisie, au-delà d'un mouvement féministe particulièrement dynamique, on a le mouvement syndical, l'Union générale du travail tunisien, qui a mis en échec déjà toute une série de mesures du gouvernement islamiste et qui a même obtenu le retrait d'un certain nombre de gouverneurs, c'est-à-dire de préfets issus du parti islamiste. Ce sont des sociétés qui ont retrouvé la parole et qui l'usent et parfois en abusent, et c'est tant mieux. Et je crois que, d'ailleurs, c'est une des raisons pour laquelle tant d'étudiants se passionnent pour ce sujet. Les peuples se défendent mieux qu'on le voit d'ici? Les peuples se défendent pied à pied, étant entendu que on parle de conflits de type sociaux, de grèves dans les médias, d'opérations symboliques. L'autre jour, justement en Tunisie, face à un gouverneur jugé arrogant, la population est sortie de la ville. Ce qui était quand même extrêmement... s'il ne veut pas dégager, nous dégageons. Les matins de France Culture aujourd'hui, la Syrie et les révolutions arabes, pour la parution du livre de Jean-Pierre Philu, qui est notre invité, Le Nouveau Moyen-Orient, les peuples à l'heure de la révolution syrienne, et c'est publié chez Fayard, et bien sûr, nous sommes en compagnie de Brice Couturier. 8h16. Bonjour Brice. Bonjour Marc. Combien de Syriens doivent-ils mourir pour que le monde passe à l'action ?
C'est sur le site du célèbre think tank américain Brookings Institution que j'ai trouvé ce pathétique appel lancé par une chercheuse, Besma Momani. Elle s'étonne de la passivité de la communauté internationale face à une guerre qui a fait plus de 60 000 morts et poussé plus d'un demi-million de personnes à chercher refuge sous des tentes dans les pays limitrophes. Mais elle se penche aussi sur les raisons qui semblent pousser les pays occidentaux, et en particulier le plus puissant d'entre eux, à la grande réserve qu'ils semblent observer face à cette catastrophe humanitaire de très grande ampleur. Obama, explique-t-elle, est bridé par un Congrès qui lui reproche d'avoir été un peu trop rapide à soutenir les insurgés anti-kadhafistes en Libye. Pour le prix de leur aide, les Américains ont été victimes d'un acte barbare, le lynchage de leur ambassadeur. Désormais, il se méfie de la présence, aux côtés des insurgés syriens, de groupes djihadistes de plus en plus visibles. Besma Momani estime que le fait d'avoir placé le groupe islamiste Jabhat al-Nosra, le Front de la Victoire, sur la liste des organisations terroristes est, de la part de Barack Obama, une concession destinée à faire accepter par le Congrès une future reconnaissance de la coalition nationale. La prudence de la diplomatie américaine s'appuie aussi sur l'expérience irakienne. Échaudés par leur échec à Bagdad, les États-Unis ne sont pas pressés de s'embourber à nouveau dans un pays arabe. Attribuant notamment leur échec à Bagdad au démantèlement précipité de l'armée irakienne au titre de la politique de débaassisation du pays, ils veillent à ne pas commettre la même erreur en Syrie. C'est pourquoi jusqu'alors, ils se sont bien gardés de traiter l'armée de Bachar de terroriste. C'est en effet une manière d'encourager les officiers servant ce régime à l'abandonner sans craindre des représailles dans la Syrie de demain. Mais ce qui explique la réserve de la communauté internationale pour un autre spécialiste français, celui-là, Pierre-Jean Luizard, s'exprimant sur le site Atlantico, c'est la présence de plus en plus visible de combattants islamistes sunnites en Syrie aux côtés des insurgés. On peut même se demander, écrit-il, si l'État islamique en Irak d'Abu Mus'ab al-Zarqawi n'a pas été transplanté en Syrie depuis la frontière irakienne frontalière d'An-Anbar. Cela expliquerait la baisse relative de la violence en Irak, poursuit Luizard, lequel relève l'usage par ce groupe en particulier d'un vocabulaire confessionnel haineux envers les non-sunnites. Et ce directeur de recherche au CNRS reprend une thèse que vous n'aimez guère, Jean-Pierre Filiu, celle qui veut qu'en Syrie, comme dans de nombreux autres pays musulmans aujourd'hui en ébullition, je le cite, chiites et sunnites sont devenus les otages de parrains étrangers qui se font la guerre par communauté musulmane interposée, on pense évidemment à l'Arabie Saoudite et à l'Iran. Cependant, poursuit Luizard, si la présence de ces groupes islamistes étrangers sur un terrain de conflit qui peut servir de thermomètre afin d'en mesurer la gravité, il faut remarquer que ces militants ne font pas partie du processus de reconstruction lorsque le conflit s'achève. En Irak comme en Libye, ils ont été refoulés une fois la situation consolidée. Sa conclusion, c'est que l'islamisation de la guerre en Syrie est la conséquence d'une évolution qui est mal comprise en Occident. Je le cite, « L'islam est devenu le langage du politique et du social face à un régime autoritaire, d'autant qu'en Orient, l'appartenance religieuse est bien souvent l'effet de solidarité familiale ou clanique. Il s'agit, je cite encore Luizard, de l'affirmation d'une identité plus que d'une spiritualité. D'ailleurs, le phénomène marquant, c'est, je le cite encore, une dissociation de l'islam et de l'État, qui est un phénomène sans précédent en Syrie. Alors la question que je vous pose, c'est est-ce parce que ces phénomènes sont décidément trop complexes pour le département d'État que les Américains se montrent tellement timorés cette fois-ci? La chronique de Brice Couturier à télécharger sur franceculture.fr. Jean-Pierre Filiu. Je crois que tout simplement on est face à une situation révolutionnaire qui bouleverse tous les schémas par lesquels le département d'État, entre autres, essaie d'aborder la situation. Et c'est très difficile de ne pas procéder par analogie ou par répétition. Ce qui arrive en Syrie n'a aucun précédent, tout simplement. Et je souscris à l'analyse de Pierre-Jean Luizard quand il voit derrière le conflit confessionnel, donc l'affrontement sunnite-chiite en Irak, sunnite-alaouite en Syrie, avant tout la manipulation de parrains étrangers. Je vais même plus loin, je pense que ce conflit est construit
par deux parrains profondément contre-révolutionnaires. L'Iran qui est engagé jusqu'à la garde aux côtés du régime syrien, au point d'ailleurs d'accepter un échange de prisonniers par-dessus la tête du régime de Bachar el-Assad, et l'Arabie saoudite qui, elle, espère, en soutenant les groupes les plus extrémistes, vous en avez cité un, mais il y en a d'autres, neutraliser les retombées sur son sol de l'inévitable révolution syrienne. Brice. Quelque chose qui est frappant quand on lit votre livre, c'est à voir à quel point, effectivement, d'un côté, du côté de l'Iran et de la Russie, le soutien militaire massif et sans condition du côté de Bachar el-Assad. On oublie d'ailleurs quelque chose que j'ai vu dans votre livre aussi, parce que tout à l'heure on parlait du président Chavez au Venezuela. Chavez aussi considère effectivement Bachar el-Assad comme son frère. Il le dit, c'est son ami, on oublie aussi cet aspect-là parfois chez Chavez. On a même évoqué le Venezuela comme refuge éventuel de la famille Assad. Donc effectivement, du côté d'Hafez el-Assad, ses alliés sont des alliés puissants, solides et qui lui fournissent en armes, alors que de l'autre côté, du côté de ceux qui semblent appuyer les révolutionnaires syriens, je le disais, du département d'État, mais on pourra dire aussi du Quai d'Orsay, il y a une très grande prudence, une très grande réserve. Il y a toujours aussi l'idée qu'on ne doit pas leur donner des armes létales parce qu'elles pourraient tomber entre les mains de groupes islamistes terroristes. Donc il y a une espèce de déséquilibre entre des amis qui sont peu nombreux du côté d'Assad, mais qui font un maximum d'efforts, et du côté de la coalition, par contre, une très grande réserve, des appuis très diplomatiques, très mesurés. Jean-Pierre Filiu. Effectivement, et c'est ça la clé de la durée du calvaire du peuple syrien. C'est cette internationalisation asymétrique, où on a effectivement une co-belligérance de la part de la Russie et de l'Iran, qu'ils vont payer très cher, l'un comme l'autre. Espérons-le. Et de l'autre côté, on a un discours, on a une posture. Il faut saluer la position de la France qui a été à l'avant-garde de la reconnaissance de la coalition des forces révolutionnaires, mais qui n'en tire pas toutes les conséquences, qui serait qu'effectivement, eh bien, si ce sont les représentants légitimes de la Syrie, s'ils ont des demandes légitimes pour assurer la sécurité de leur peuple, on doit pouvoir leur répondre. Mais j'insiste sur le fait que la France est de toute façon à l'avant-garde de ce processus. Ce qui est très inquiétant, c'est que au fond, l'absence de vision aboutit à une absence de politique, et on risque, alors là vraiment, et je ne mets même pas en jeu les considérations morales, humanitaires, qui sont évidentes, mais on risque d'arriver, alors là pour le coup, à une catastrophe, et avoir ensuite des livres entiers sur Who Lost Syria, parce qu'ils vont gagner. Ils vont gagner, mais plus... donc la révolution syrienne va gagner, et quand ils auront gagné, ils sauront très exactement qui ne les a pas aidés, pourquoi, et ils auront sans doute des rapports un peu compliqués avec les États supposés les soutenir aujourd'hui. Alors, ils vont gagner, dites-vous, Jean-Pierre Filiu. Tout le monde ne partage pas nécessairement cet avis, au sens que ça ne va pas se faire tout de suite. Je vous propose d'écouter Fabrice Balanche, maître de conférence à l'Université de Lyon 2, qui, au micro de Claude Guibal, au fond, lui, dit, notamment après le discours de dimanche, qu'il ne faut peut-être pas s'emballer. Fabrice Balanche, au micro de Claude Guibal. On prend comme vérité que le régime va tomber, que Bachar el-Assad va laisser le pouvoir, et ensuite qu'il y aura autre chose qu'il faut préparer. Malheureusement, les Occidentaux prennent un peu leur désir pour des réalités, parce que le régime ne montre pas de signes tangibles d'écroulement. Peut-être qu'il va finir par tomber, mais on ne sait pas quand, on ne sait pas dans quelles conditions. Enfin, moi je me doute que ça va aboutir à une partition du pays, à une guerre civile encore plus violente au moment où il va tomber. Alors pour sortir la Syrie du chaos, reconstituer l'État, évidemment on a besoin de faire des plans, mais je pense que c'est un petit peu vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Et il faudrait aussi pouvoir s'appuyer sur une opposition qui soit vraiment bien structurée, organisée, enfin qui ait une véritable organisation entre les oppositions armées et les oppositions civiles, parce que même entre la branche militaire et la branche civile, il n'y a pas d'unité, parce que pour l'instant c'est pas du tout le cas. Et on voit pas comment on peut maintenir la cohésion du pays, la cohésion des institutions, avec une opposition qui est si divisée. Fabrice Balanche, au micro de Claude Guibal. Jean-Pierre Filiu.
Qu'est-ce que c'est qu'un régime qui s'écroule quand il a déjà perdu le contrôle sur la moitié ou les 2/3 du pays, qu'il n'assure plus les services de base de sa population, quand la seule relation qu'il a avec cette population, c'est de la bombarder, de la pilonner, de l'affamer, de la jeter sur les routes? On a une population de 20 millions d'habitants, on l'a rappelé. On a donc 3 millions de Syriens qui soit sont réfugiés dans les pays voisins, soit sont déplacés avec ces derniers jours des chutes de neige, un froid terrible. Il neige à Damas des gens qui préfèrent dormir dehors plutôt que de ne pas périr sous l'effondrement de leur maison. Si ce n'est pas un régime qui est déjà écroulé dans sa légitimité d'État, je ne sais pas ce que c'est. Le problème, c'est qu'on n'en tire pas la conséquence. Jean-Pierre Philu. Mais ils sont bien là. Et regardez, vous avez dû voir à l'opéra de Damas, Bachar al-Assad, dimanche dernier, dire toujours qu'il était le maître, qu'il proposait des solutions d'ailleurs, qu'il fallait accepter, et applaudi par une foule, certes, vous allez me dire, de figurants zélés, mais tout de même, Bachar al-Assad était à la télévision 1 heure dimanche dernier pour dire qu'il était toujours là et bien là. Il y a eu d'autres bunkers dans l'histoire et il ne finira pas beaucoup mieux, mais je crois que ça n'est pas le propos. Ce qu'il faut, c'est accepter une fois pour toutes vers où on va. Et une fois qu'on l'aura accepté, on pourra en tirer enfin les conséquences. Si on va vers la révolution, ce régime n'a plus aucune légitimité. Il doit être expulsé de toutes les instances internationales. Les agences de l'ONU voient aujourd'hui leur action bridée sur le territoire syrien parce qu'elles doivent accepter les conditions qui sont mises par ce régime criminel et abject qui, je l'espère, verra ses dirigeants poursuivis pour leurs crimes. C'est cette fiction de l'État syrien qu'il faut une fois pour toutes mettre à bas. On a reconnu la coalition, il faut en tirer toutes les conséquences. Une fiction de l'État syrien, vous y revenez dans votre livre, qui aussi est largement due à ce découpage franco-anglais, on va dire, des frontières syriennes dans les années 20. Avant de parler peut-être un peu d'histoire, continuons sur l'actualité. Comment pouvez-vous décrypter ce qui est tout frais dans l'actualité d'hier? Une 50aine d'Iraniens retenus par les rebelles syriens ont été libérés mercredi en échange de plus de 2000 personnes emprisonnées par le régime. Jean-Pierre Philu. Je crois que ça confirme ce que je viens de vous dire. L'État syrien est une fiction. Il n'est plus qu'une bande armée, une série de gangsters qui est tenue à bout de bras par le pétrole iranien et les conseillers iraniens. Apparemment, sur les 48 prisonniers théoriquement pèlerins, entre guillemets, il y avait beaucoup de gardiens de la révolution, donc des unités de choc du régime islamique. Et donc, la guérilla les a fait prisonniers et a obtenu une libération beaucoup plus importante que toutes les médiations de l'ONU et de la Ligue arabe ne l'avaient obtenue par le passé. Il est évident que ça va encourager ce type de pratique, parce qu'il est évident que toutes les solutions négociées, cessez-le-feu, trêve de 2 heures, c'était ce qu'espérait mettre en œuvre le Comité international de la Croix-Rouge. Rien n'a fonctionné, donc il y aura une victoire de la révolution. Cette victoire, elle sera obtenue avec le démantèlement du régime et de ses services répressifs. Et il faudrait mieux se préparer à cette issue plutôt que de nourrir des plans sur la comète. Mais après la victoire, le chaos ? Mais point du tout. D'ores et déjà, vous voyez que dans toute la partie de la Syrie libérée et dans des conditions atroces. Il faut voir que les missions humanitaires qui en reviennent parlent de difficultés comme ils n'en ont jamais expérimenté, notamment du fait de la disparition des médicaments, parce que Alep était grosse source de production de médicaments locaux. Donc on n'a plus de médicaments sur place. Donc il y a le retour des épidémies et des morts par manque de soins au-delà des victimes directes de conflits et de ce qu'on appelle maintenant les munitions délabrantes, c'est-à-dire que beaucoup de blessés périssent dans les jours qui suivent et ne sont pas comptabilisés parmi les morts. Et bien dans ces zones-là, on a eu une rentrée scolaire, on a des services municipaux, on a une forme de justice qui est mise en œuvre. Tout cela est parfaitement en deçà du nécessaire. C'est sous la menace des bombardements, des pilonnages, mais on voit que ce peuple ne demande qu'à s'organiser enfin et à vivre libre. Et cela rappelle au fond que la révolution syrienne avait démarré de façon tout à fait pacifique, dites-vous, qu'elle n'a pas tenu le coup parce qu'au bout d'un moment, la répression de Bachar al-Assad a été intense, mais
on a le sentiment que c'est quelque chose qui doit être souvent rappelé et que l'on oublie. Il y a eu plusieurs mois de révolution tout à fait pacifique, de rue, de manifestations de rue. Dans mon livre, je rappelle les slogans de tous les vendredis qui continuent. Il faut savoir que tous les vendredis, on a encore aujourd'hui, malgré les combats, malgré le froid, des dizaines de milliers de Syriens qui descendent dans la rue avec des slogans qui sont unifiés pour l'ensemble du pays et qui, justement, clament leur solidarité. Le dernier vendredi, c'était la solidarité avec la ville de Homs qui était sous bombardement, et ainsi de suite. Donc, cette résistance civile, elle n'a pas cessé. Il faut bien voir d'ailleurs que s'il n'y avait pas de résistance civile, la guérilla se serait effondrée depuis longtemps. Brice Couturier. Précisément, cette guérilla, elle semble brouillonne et marquer très peu de points sur le terrain. Elle nous a vendu l'idée, à nous, aux médias occidentaux, que la seconde offensive qu'elle avait lancée sur Damas, qui a donc débuté tout à fait à la fin du mois de novembre, était décisive parce qu'elle allait toucher le pouvoir du Baas à son cœur. Manifestement, elle a échoué. Elle a échoué parce qu'en face, il y a des forces militaires qui sont sérieuses, il y a une stratégie qui a l'air d'être efficace, qui consiste, si on comprend bien, à replier l'essentiel des forces sur Damas et non plus les éparpiller comme avant, mais aussi à contrôler les principales voies de communication. Donc apparemment, ce régime, il tient depuis plus d'un an, et qui nous dit qu'il ne va pas encore tenir des années. D'autant qu'il y a apparemment un manque de coordination évidente, vous l'écrivez dans votre livre du reste, entre cette ASL, cette armée syrienne de libération, et le CNS, le Conseil national syrien, la coalition nationale pas les autres. Voilà. Donc on voit bien qu'il y a un côté assez brouillon et improvisé, qu'il y a une espèce d'activisme militaire sur le terrain qui ne réussit pas, qui nous dit qu'il va réussir demain, donc comme vous semblez en avoir la certitude. Jean-Pierre Filiu. Je suis convaincu que la victoire sera politique avant d'être militaire. Et justement, en polarisant sur le rapport de force militaire qui est désastreux au détriment de la guérilla, et qu'aucun des soi-disant soutiens de la révolution ne permet de compenser, on oublie que nous sommes fondamentalement face à une révolution politique. Et donc, on n'est pas encore au moment où l'horizon politique est dégagé, parce qu'il ne sera dégagé qu'avec la chute de Bachar el-Assad. C'est comme cela, et ça ne pourra pas se passer autrement. Et donc, actuellement, le côté brouillon, qui est évident de la guérilla, avec absence de commandement unifié, avec des offensives qui effectivement ne sont pas coordonnées, fait que, à la fois, elle ne connaît pas une progression de type classique, mais en même temps, à la surprise générale, elle ne rend aucun des terrains qu'elle a occupés. Parce que justement, elle est, comme auraient dit les grands ancêtres, comme un poisson dans l'eau. Et que, quelle que soit la brutalité du régime pour vider cette eau, il faut voir d'où les déplacements de population énormes, donc 2,5 millions sur 20 millions d'habitants, pratiquement toutes les villes qui sont libérées deviennent des villes fantômes. Elles sont pulvérisées sous un barrage d'artillerie. Donc effectivement, on a ce phénomène très inquiétant, mais on a aussi, on l'a vu récemment sous la plume de Florence Aubenas, des forces loyalistes qui combattent dans des conditions complètement hallucinantes et qu'on ignore. C'est pour ça que je crois que ce sera politique. Le reportage de Florence Aubenas dans Le Monde sur l'académie militaire d'Alep, publié dans Le Monde, daté de dimanche dernier, en effet, avec les photos de Laurent van der Stok. À quoi vont servir éventuellement, Jean-Pierre Filiu, les missiles patriotes et les soldats, notamment envoyés par les Pays-Bas, l'Allemagne et les États-Unis, qui s'organisent aujourd'hui à la frontière turco-syrienne? Ils servent avant tout à l'OTAN à se donner bonne conscience et à justifier des budgets faramineux. Faudrait-il qu'ils servent? Je ne crois pas que les missiles patriotes aient besoin de servir à quoi que ce soit en dehors du territoire turc. Mais pendant qu'on fait tout ça, on laisse les Syriens se faire massacrer à quelques centaines de mètres. Et on voit bien que à chaque fois que le territoire turc a été touché, l'OTAN, complètement contrairement à tout ce qu'on raconte dans une espèce de fantasmagorie anti-impérialiste, a tordu le bras de la Turquie pour qu'elle ne réponde pas plus violemment contre la Syrie.
Donc voilà, on en est là, derrière nos patriotes, derrière nos murs, et pendant ce temps-là, les Syriens se font massacrer. Alors si on reprend l'histoire un peu plus longue de cette Syrie et de la dynastie des Assad, Jean-Pierre Filiu, vous dites qu'au fond, dans votre livre, la très grande habileté du père, donc Hafez al-Assad, a été de se mettre dans la poche, comme on dit très habilement, la communauté internationale, y compris ses pires ennemis, mais qu'il y avait au fond une sorte de pacte de non-agression, une fois que notamment les défaites après la guerre des 6 jours et les autres ont organisé que le plateau du Golan ne soit pas touché par Assad, le reste de la diplomatie était au fond dans sa main, de la diplomatie internationale, pour avoir au fond une sorte de paix et se présenter comme le verrou, celui grâce à qui au fond le Moyen-Orient pourrait tenir. Cette habileté-là, vous dites, elle vous effare, vous l'avez vu vous-même, diplomate, jeune diplomate en Syrie, vous avez vu les cadres du régime et Hafez al-Assad lui-même, et vous dites au fond qu'il y avait une sorte de syndrome de Stockholm et que ça on le paye encore aujourd'hui dans la situation actuelle. On le paye encore aujourd'hui. Accorder encore l'intérêt qu'on a accordé au discours de Bachar al-Assad, qui n'est rien qu'un cri dans le vide, c'est assez inquiétant. Mais de quoi a été faite cette habileté et cette manière de se revendiquer comme étant au fond le verrou à ne pas toucher ? D'abord, ce sont des monstres à sang froid et à sang très froid. J'ai pu le constater des visus. Et donc, c'est un mélange. Souvent, on leur a prêté une vision stratégique qu'ils n'ont toujours pas. Ce sont des survivants. Et chaque jour survécu est un jour gagné. Mais pour cela, il faut d'abord être absolument impitoyable avec toute force qui pourrait résister, d'où les otages, d'où le terrorisme, d'où la façon dont la carte, c'est un terme syrien, la carte palestinienne, la carte libanaise, la carte irakienne, la carte chiite, devait être dans les mains de la Syrie et exclusivement entre leurs mains. Donc on essayait de tuer Arafat, on décapitait la classe politique libanaise, etc., etc. Mais en même temps, aucune vision, parce que ce qu'il faut, c'est que ce régime dure et qu'endurant, il prouve sa légitimité parce qu'il est un accident de l'histoire. Et c'est là où on est vraiment dans la tragédie, au-delà de l'horreur que traverse la Syrie, c'est que l'enjeu aujourd'hui de la révolution syrienne, c'est pour ça que je dis qu'elle sera politique, c'est que va-t-il arriver aux Alaouites ? Alors c'est la question évidemment qui se pose. Les Alaouites qui avaient pris leur revanche avec Hafez al-Assad, après, vous le racontez, connu des périodes très funestes dans cette histoire. Que va-t-il se passer avec les Alaouites aujourd'hui ? Alors là, la révolution syrienne a un vrai travail à accomplir. On sait que son représentant à Paris est alaouite, qu'elle a un certain nombre de personnalités alaouites tout à fait éminentes. Mais à mon avis, elle n'a pas un langage qui soit audible par les Alaouites. Il faut très directement, et la France peut y contribuer, dire aux Alaouites non seulement que Bachar el-Assad est en train de les entraîner dans une impasse meurtrière et dans un suicide collectif, mais que dans la Syrie de demain, on aura besoin d'eux et de toutes leurs énergies. Et ça, c'est très important. Il y a des Alaouites qui combattent dans l'ASL, il y a des Alaouites qui collaborent en termes de renseignement avec la révolution, ça explique d'ailleurs un certain nombre d'opérations spectaculaires, mais il faut aller bien au-delà de ça. La clé de la chute du régime est en effet dans la dissociation de la communauté alaouite et du clan Assad. Brice Couturier. Je voudrais revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure sur la capacité de nuisance du régime Assad et du Baas, parce qu'effectivement ça explique aussi sa longévité, parce qu'effectivement c'est un peu comme la Corée du Nord, c'est des gens qui sont capables de déstabiliser les pays voisins, d'y organiser des attentats comme on l'a vu au Liban de manière répétée, d'envahir le Liban. Ils sont capables aussi de provoquer des troubles en Jordanie, ils essayent de le faire en ce moment, d'exporter leurs problèmes. Ils sont capables de relancer une guerre avec Israël et ils sont surtout capables de déstabiliser la Turquie à travers le problème kurde qu'ils sont en train d'exporter. Donc ça explique pas mal de cette longévité et ça explique aussi la prudence dont l'Occident doit faire preuve à son égard, parce qu'effectivement on ne sait jamais de quoi ces gens-là sont capables. D'où la ligne rouge qui a été mise sur l'usage des armes chimiques. Mais effectivement, vous me direz que c'est un petit peu comme les patriotes, c'est un peu pour se donner bonne conscience, parce qu'on sait qu'ils ne le feront pas probablement. Mais il y a un autre aspect sur lequel j'aimerais vous interroger, c'est pour revenir à mon papier de présentation, sur l'étrange passivité de l'administration Obama aux États-Unis. Est-ce que vous ne croyez pas que si l'Occident reste aussi passif aussi longtemps, je veux dire si concrètement nous n'aidons pas la guérilla à s'armer, nous ne soyons pas perçus
in fine, vu le succès des théories du complot qui ont lieu dans le monde arabe, comme chacun sait, comme étant des puissances qui ont voulu en réalité démanteler la Syrie, pousser effectivement à ce que les Alaouites se replient sur un territoire, les sunnites contrôlent le centre, etc. Et que finalement cette partition qui va finir par arriver s'il n'y a pas d'issue politique ne soit mise au crédit de l'Occident et lui soit attribuée. Donc finalement nous aurions perdu sur tous les tableaux. Nous aurions face à nous non pas un régime ami libéré avec notre aide, mais plusieurs entités qui nous considèrent. Voilà, exactement. Plutôt rancunières. Jean-Pierre Philly. C'est exactement ce qui nous pend au nez. Et donc effectivement, c'est contre cela qu'il faut se prémunir. Donc vous voyez bien que j'ai quitté le registre moral, humanitaire, qui pourtant à lui seul justifierait que nous sortions de cette passivité. Et je crois que la voie est relativement simple du point de vue conceptuel. Il faut tirer toutes les conséquences du transfert de légitimité de l'état de barbarie qu'est le régime d'Assad vers la coalition révolutionnaire qui représente la Syrie réelle et surtout la Syrie de demain. Et je crois que, ce faisant, une opération coordonnée en direction des Alaouites, qui aujourd'hui sont complètement pris en otage par ce régime, pourrait être mené du point de vue de la France, qui a un grand crédit dans cette communauté, parce que justement, dans l'histoire, elle a été la première puissance à sortir les Alaouites de leur situation de second rang. Il y a les communautés kurdes, il y a les communautés chrétiennes. Des chrétiens ont été visés dans une attaque le week-end dernier. Qui vise les chrétiens, par exemple, aujourd'hui en Syrie ? Ce qu'on peut constater, et là encore, chaque mort qui tombe, chaque obus qui tombe est évidemment tragique, mais que au fond, les chrétiens sont, si j'ose dire, courtisés par les deux camps et n'ont pas été des cibles privilégiées de toute cette violence. En tout cas, beaucoup moins que d'autres groupes. Et donc, ça a été assez limité. On voit une dissociation dans la hiérarchie religieuse chrétienne, où on a les évêques et les patriarches, dont d'ailleurs souvent la nomination dépend du parti basse, qui sont plutôt loyalistes, et si j'ose dire des curés du peuple, qui eux sont plutôt proches de la révolution, et une communauté qui est très inquiète, faut les comprendre, notamment à Alep, où leurs quartiers ont été au cœur des combats. En préparant cette émission, Jean-Pierre Philly, vous m'avez dit qu'il y aura quelque chose de terrible aussi pour la fin de Bachar el-Assad. Après la fin de Bachar el-Assad, quand elle arrivera, ça sera la question sexuelle. Oui, je crois que là encore, en Libye, on sait, grâce au reportage formidable d'Annick Cogent et à d'autres travaux, à quel point le viol comme arme de guerre a été systématique. Je crois qu'aujourd'hui, on ne parle pas sur la Syrie, que c'est une réalité qui fait honte, à la fois, comme toujours, à un camp comme à l'autre, mais je suis très frappé de voir... Chacun de ces camps reprochant à l'autre d'abus sexuels, de viols, que ce soit le pouvoir de Bachar el-Assad sur l'armée syrienne libre ou l'inverse. Oui, mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a vraiment... d'abord, il y a une privatisation, cet état de barbarie a privatisé sa violence par le biais de milices, qui sont des milices de voyous, et qui ont littéralement toute latitude, et donc droit de vie ou de mort sur les populations qui tombent sous leur coupe. Brice ? Et est-ce que vous pensez aussi que la coordination entre l'armée régulière syrienne et ces je sais plus comment ils s'appellent, ces milices, voilà, les Shabia, est organisée? Est-ce que vous pensez, quand je disais que les Américains se gardent bien de condamner l'armée syrienne en tant que telle parce qu'ils veulent pas faire la même erreur qu'ils ont commise en Irak, est-ce que vous pensez qu'effectivement ça peut servir à motiver une partie en tous les cas des officiers à déserter en pensant qu'ils risquent pas ni leur
repos, ni d'être renvoyés comme sans solde, comme c'est arrivé aux officiers irakiens. Est-ce que c'est un bon calcul de la part des Américains de ne pas condamner en tant que telle l'armée syrienne pour essayer d'en récupérer les cadres un jour? Le meilleur calcul serait de reconnaître l'armée syrienne libre comme l'armée légitime et donc de favoriser ainsi le flux des désertions. Mais une estimation qui vaut ce qu'elle vaut, sur à peu près 200 000 combattants d'actifs aujourd'hui en Syrie du côté loyaliste contre 40 000 insurgés, on a à peu près déjà 100 000 qui travaillent d'une façon ou d'une autre avec la révolution. Sinon, il est impossible de comprendre comment cette insurrection qui est aussi peu nombreuse tient aussi longtemps. Donc, tant mieux, le ver est déjà dans le fruit. Jean-Pierre Filiu, vous terminez votre livre à nouveau en parlant au fond d'un an 2 de la révolution arabe qui sera celui des peuples. L'heure des peuples est arrivée et donc vous enfoncez le clou de votre ouvrage en disant voilà que au fond le nouveau Moyen-Orient que les néoconservateurs croyaient enfanté en Irak en 2003 commence donc aujourd'hui d'émerger en Syrie. Alors on a envie de vous demander une fois de plus et peut-être pour terminer si vous n'êtes pas trop optimiste. Ah non, je suis historien. Donc ce que je vois, c'est que les peuples reprennent... L'historien a le droit d'être optimiste, qui sait. Oui, et que les peuples reprennent leur destin en main et que c'est tragique, mais le peuple syrien n'aura de compte à rendre à personne ou pratiquement personne. Ça lui donnera un honneur, une gloire, un prestige dans la région qu'on ne mesure pas encore, qui va complètement rebattre les cartes. Et autant l'Irak a été laissé tout à fait vulnérable par l'occupation de 2003 et on y est encore, autant la Syrie, elle, va s'installer au cœur de ce que j'appelle le nouveau Moyen-Orient.